Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle histoire de disparition mystérieuse. Aujourd'hui je vais vous parler de la disparition de George Smith. Ça se passe en 2005, c'est un jeune homme qui vient de se marier. Il est en voyage de noces sur un bateau de croisière avec sa femme. Apparemment ils sont fous amoureux, mais après une soirée bien arrosée, on ne verra plus jamais George Smith. On aurait tendance à se retourner vers la veuve, mais cette histoire est un petit peu plus compliquée que ça. Donc George Smith et Jennifer Hagel se sont unis une dizaine de jours avant la disparition de George Smith dans un mariage somptueux, un mariage de princesse. Je pense que c'est le genre de mariage dont rêvent les petites filles quand elles pensent à leur mariage plus tard. C'était dans un endroit magnifique aux États-Unis à Rhode Island, entouré de tous leurs amis. Le 29 juin 2005, le couple embarque pour faire cette croisière à Barcelone. De l'avis général des autres occupants du bateau, c'est un couple qui a l'air de très bien s'entendre, un couple très sociable, qui lie facilement d'amitié avec les autres occupants du bateau. D'ailleurs, George et Jennifer Hagel vont se lier, particulièrement George, à un jeune homme qui voyage lui avec son père. Il s'appelle Josh Askin. Lui aussi, il est là pour faire la fête, donc George se lie d'amitié avec lui. Ils vont passer plusieurs soirées ensemble. Le soir de la disparition, le couple s'amuse au casino. Ils aiment bien jouer un petit peu à ces jeux d'argent. Jennifer, elle, va jouer au blackjack, tandis que lui joue plutôt au craps. Apparemment, de l'avis des gens qui étaient présents ce soir-là, il passe une bonne soirée. Il faut savoir donc c'est un bateau de croisière, il y a des caméras un petit peu partout, donc on a la possibilité, grâce à ces caméras, de retracer quelques-uns des mouvements du couple lors de cette soirée. George, lui, s'amuse plutôt avec Josh Atkins, donc le jeune homme qui voyage avec son père. Lors de cette soirée, il rencontre également 3 jeunes Russes avec qui il va se lier d'amitié. À un moment dans la soirée, George va remonter à sa cabine pour aller rechercher de l'argent, pour continuer à jouer durant cette soirée. Les moments d'inquiétude vont commencer le lendemain matin, donc là on est le 5 juillet, lorsque vers 7h30, une jeune fille qui voyage également sur le bateau se lève assez tôt pour prendre des photos du lever de soleil. Là on est au bord des côtes turques avec le bateau, et donc elle va d'abord commencer par photographier effectivement le lever de soleil, et en regardant en contrebas, elle va voir vraiment une méchante tache de sang qui se trouve vers le canot de sauvetage, peu vers il y a un espèce de petit plat avant le canot de sauvetage, et elle voit une énorme tache de sang. Honnêtement, elle pense directement que quelqu'un est tombé et s'est probablement tué. Elle va donc avertir la sécurité, munie de ses photos, que quelque chose de grave s'est probablement passé à cet endroit-là. La sécurité prévenue, ils vont aller voir les cabines qui sont pas très loin, enfin les cabines qui pourraient, comment vous dire, donc il y a des balcons à ces cabines, et ils vont aller regarder finalement, taper aux cabines des gens qui pourraient être tombés en fait à cet endroit-là depuis leur balcon. Ils vont donc arriver à la chambre 9062, qui est la chambre du couple Smith, et personne ne va répondre. L'agent de sécurité, à ce moment-là, va décider d'entrer quand même dans la cabine, il a un double, et de prendre quelques photos pour s'assurer que rien de grave est arrivé au couple. Quelques instants plus tard, la sécurité se fait quand même franchement du souci pour le couple, donc ils vont aller interroger un petit peu les gens qui auraient pu croiser George et Jennifer ce soir-là. Ils vont donc aller rencontrer un couple qui s'appelle Paul et Galina, qui ont effectivement lié d'amitié au cours du voyage, et qui auraient peut-être pu avoir vu George et Jennifer. Lorsqu'on leur parle de la disparition de George, le couple est franchement étonné et ne l'a pas vu, donc va leur dire non, ils ont pas de traces. Ils vont demander à Josh également, qui a passé une partie de la soirée avec George, si lui il a vu George ce matin-là. Il va leur dire, écoutez, retournez à sa cabine, c'est probable qu'il ne vous ait pas entendu frapper à la porte. Ce qu'il ne sait pas, c'est que la sécurité est déjà entrée dans la cabine, mais ne l'a pas trouvé.
Un peu plus tard, enfin même assez rapidement, ils vont retrouver Jennifer. Elle se trouve au spa, elle profite d'un massage. Donc ce massage avait été prévu quelques jours avant, donc il était tout à fait logique qu'elle aille à ce massage. Et quand on va lui annoncer la disparition de son mari, elle sera franchement choquée, atterrée, bouleversée, et elle va répéter en boucle: il faut que j'appelle mon père, il faut que j'appelle mon père, il faut que j'appelle mon père. De l'avis de tous les gens qui ont vu cette scène, elle est franchement choquée, elle est en état de choc. C'est Jennifer qui rapidement va prévenir les parents de George qui se trouvent dans le Connecticut. Eux-mêmes diront que Jennifer était en larmes, elle était au bord de la crise de nerfs, elle avait de la peine à reprendre simplement son souffle pour leur parler. Ils sont eux de leur côté totalement inquiets, totalement impuissants parce que se trouvant à des kilomètres et à des kilomètres du bateau. Très vite, une enquête de police va démarrer, mais c'est compliqué. Je vous rappelle qu'on est en mer, là on est au bord des côtes turques, donc la police turque va monter sur le bateau pour tenter de savoir ce qui s'est passé la veille, parce que pour l'instant tout ce qu'on sait, c'est que George et Jennifer ont joué au casino à peu près jusque vers 2h30 du matin. Ces interrogatoires vont être menés sur le bateau dans un petit salon, enfin un petit peu à la vue de tout le monde. Donc le papa de Josh, Josh, je vous rappelle, c'est ce garçon qui s'est lié d'amitié avec George sur le bateau, va décider de filmer ces interrogatoires dans l'idée qu'il ne comprend pas le turc du tout, qu'il ne sait pas si ce que va dire son fils peut l'incriminer ou pas. Alors lui, il est vraiment persuadé que son fils n'a rien à voir avec la disparition de George, hein, mais il préfère garder des preuves de chaque chose qui est dite, étant donné que c'est pas fait dans la langue maternelle de tout le monde. Hein. Eux parlent anglais, mais les policiers turcs, c'est pas leur langue maternelle, et voilà, ça peut prêter à confusion. Sur la vidéo sont également interrogés les 3 jeunes Russes dont je vous ai parlé. Donc ces 3 jeunes Russes avaient également passé la soirée avec George, et on va entendre la version des faits de chacun. Donc ce que racontent les 4 hommes, donc les 3 jeunes Russes et Josh, c'est qu'ils ont effectivement passé cette soirée, un moment de la soirée ensemble au casino, que Jennifer et George étaient déjà bien alcoolisés. Lorsque le casino a fermé, George et Josh ont emprunté l'escalier. Donc il faut voir ces grands bateaux avec des escaliers en verre qui surplombent finalement tout le centre du bateau. Donc Josh et George vont monter dans cet escalier en verre, et Josh va dire que George a remarqué que le commandant du bateau avait un comportement un petit peu approprié avec sa femme. Alors, je pense, avec le recul et avec les autres témoignages qu'on a pu recueillir, que en fait le commandant du bateau avait probablement le comportement du gros lourd avec sa femme. Je pense pas qu'il y avait une relation entre Jennifer et le commandant, mais on va y revenir un petit peu plus tard. Donc ça, c'est un détail qui est noté par les enquêteurs. Quand le casino a effectivement fermé, Josh et George décident d'aller à la discothèque qui se trouve donc à un autre étage du bateau. La discothèque ferme 1 heure plus tard, donc ils vont s'y rendre. Ils s'y rendent pas tout seuls, ils s'y rendent également avec les 3 jeunes Russes, mais également avec une bouteille d'absinthe, qui est un alcool, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un alcool qui, moi je viens de Suisse, qui a été de nombreuses années interdit dans mon pays, parce que c'était un alcool qui était réputé pour rendre les gens fous. On l'appelait la fée verte. Donc c'est pas de la bière, c'est pas du vin, c'est un alcool fort. Donc ils vont se rendre déjà passablement alcoolisés dans cette discothèque avec une bouteille d'alcool fort, et ils sont vus en train de boire des shots de cet absinthe. La discothèque ferme à 3h30 du matin, et à ce moment-là, donc tout le monde va rentrer. Certaines personnes vont dire que Jennifer est partie accompagnée du commandant du bateau. C'est que ces témoignages qu'on a là par rapport à Jennifer, on la voit sur les caméras de surveillance, on ne la voit absolument pas partir avec le commandant du bateau, mais on voit qu'elle est saoule, et que voilà, mais par contre elle rentre seul. Josh, lui, par contre, va remonter dans sa cabine accompagné des 3 jeunes Russes et de Josh. C'est vers 3h52 du matin. Pourquoi on a un horaire aussi précis? C'est que les clés, donc ce sont des clés électroniques qui permettent d'entrer dans la cabine, tiennent un registre, et ainsi on sait à quelle heure sont rentrés les gens, et c'est un registre des clés finalement.
Donc les trois jeunes hommes, les trois jeunes Russes ainsi que Josh accompagnent George dans sa cabine parce qu'il est vraiment, il est bourré quoi, il est ivre mort, donc ils vont le raccompagner dans la cabine. Arrivé dans la cabine, George constate que sa femme n'est pas là, donc il va s'inquiéter un tout petit peu et selon les dires des trois jeunes Russes, ils vont discuter un tout petit peu et se poser la question, est-ce qu'ils vont aider George à retourner dans le bateau pour essayer de voir s'il retrouve sa femme, parce qu'il est quand même bien, bien bourré et c'est peut-être pas judicieux de le laisser tout seul. Ils vont effectivement l'accompagner faire un tout petit tour sur le bateau, mais quand je vous dis un tout petit tour, puisqu'à 4h01 du matin, le registre des clés enregistre une nouvelle entrée dans la cabine de George. No, we never saw him. That was the last time. Yeah, after we dropped him off, the second time, we closed the door. We never saw him. Never saw him again. He said end of story. That was it. Never saw him again. We went to our room and it was just another day for us. We went to go to sleep and that's it. And that was the end of it. Les garçons disent à ce moment-là qu'ils l'ont laissé seul dans la cabine, qu'ils l'ont laissé finalement aller se coucher et cuver tout l'alcool qu'il avait consommé durant la soirée, que donc les trois jeunes Russes, alors ils s'appellent Zachary, Greg et Rusty, qui sont les trois retournés dans leurs cabines respectives et que Josh les a également accompagnés un petit moment, qu'ils ont commandé des boissons et qu'ils ont commandé des sandwichs au thon, qu'ils ont commandé des pizzas, enfin c'est assez précis, et qu'ils ont passé le reste de la soirée finalement à manger. Ils disent eux-mêmes qu'ils ont trouvé ça tellement génial d'avoir un room service qu'ils ont décidé d'en profiter. Le problème de ce room service, c'est que toutes les commandes du room service sont relevées à la main et par écrit, sauf qu'on ne retrouve aucune commande qui est livrée dans une des trois chambres des trois jeunes Russes. Alors là, ça peut être un oubli, enfin voilà, on ne sait pas pourquoi finalement. Il y a deux solutions, soit les garçons, les jeunes hommes n'ont absolument rien consommé ce soir-là et c'est un petit peu leur alibi bancal, soit les personnes qui s'occupaient du room service ce soir-là étaient peut-être débordées et n'ont pas relevé toutes les commandes. Je vous ai parlé des taches de son tout à l'heure et lorsque les trois jeunes Russes ainsi que Josh sont interrogés, il y a un moment assez intéressant sur cette vidéo, c'est quand l'un des jeunes Russes apprend qu'il y a des taches de son. Il paraît vraiment choqué. Certaines personnes ont vu là une preuve de leur culpabilité, disant mince, on n'a pas effacé toutes les preuves. Enfin voilà, c'est vrai qu'il a une réaction, je vous laisserai regarder sur la vidéo, qui est assez marquée. Go to the, go to the 11th floor. No. Go up to the 11th floor and look down, like by the pool, show you the pool level. We're not going to leave it in other places. That's crazy. That's ridiculous. D'autres témoignages vont être recueillis, ce sont les témoignages des occupants des cabines qui sont autour de la cabine de George et Jennifer Hagel. Ce sont deux couples un petit peu plus âgés qui vont donner un témoignage tout à fait similaire pour l'un et pour l'autre. Vers 4h du matin, ils sont réveillés par passablement de bruit, des bruits de voix, et donc ça les réveille. Ils vont ensuite entendre avoir l'impression d'entendre des gens, des hommes qui se disputent sur le pont. Je vous rappelle que chacune des cabines comporte un balcon, donc c'est tout à fait possible que les hommes aient été sur ce balcon et qu'ils aient discuté un peu fort. Un des hommes va dire qu'ils avaient l'impression qu'ils faisaient un jeu à boire, donc vous savez ces jeux où on s'entraîne à boire de plus. Un autre va dire qu'il avait l'impression qu'ils étaient en train de déplacer les meubles dans la cabine, donc c'est dire qu'il entendait des portes qui s'ouvraient, des portes qui se fermaient, vraiment un monstre bruit, en plus c'est 4h du matin, donc il n'y a pas d'autre bruit pour l'altérer. Mais plus étonnant encore, les deux couples vont parler d'un bruit horrible, un petit peu plus tard, donc après avoir entendu les disputes et les bruits de meubles, vraiment un bruit horrible, comme le bruit d'un corps qui tombe sur une surface dure. Juste 3 éléments, le matin quand la sécurité va aller voir comment est la chambre de George, la chaise qui se trouve sur le balcon, le dos de la chaise,
Oui, le dos de la chaise se trouve dos à la rambarde. Donc en fait, si vous voulez, l'équipage du bateau, eux, vont dire que c'est probablement un accident. George étant un peu ivre, il se serait, comment vous dire, collé contre la barrière comme ça, puis qu'en fait il serait passé par-dessus bord. Donc les autres occupants du bateau seront avertis que quelqu'un est passé par-dessus bord, mais on leur parle d'accident et à aucun moment on ne parle d'un meurtre. Mais finalement, où était Jennifer à ce moment-là? Elle a dormi où? Donc il y a cette théorie. Bon. Lorsqu'on interroge les 4 Russes ainsi que Josh, ils vont répéter avoir vu le commandant du bateau partir avec Jennifer. Mais ils vont vraiment insister sur cette version des faits. Ça fait plus, bon bah regardez vers lui, il a des choses à se reprocher. Sauf que, je vous ai parlé des clés qui enregistrent les entrées et sorties dans les cabines. Il est avéré que le commandant du bateau est rentré un petit peu avant 4 h du matin chez lui, dans sa cabine, dans la cabine de sa petite amie, et qu'il n'en est pas ressorti jusqu'au lendemain. Donc il n'est absolument pas rentré avec Jennifer. Et pour preuve, Jennifer a été retrouvée vers 4 h 30 du matin, affalée dans le couloir du bateau. Elle était ivre, morte, et elle s'était simplement écroulée sur le sol, en fait, sur un tapis, et elle avait dormi là. Elle s'est ensuite rendue vers à peu près 4 h 30 du matin dans sa cabine, elle s'est endormie. Au petit matin, quand elle se réveille avant d'aller à son soin, George n'est pas là, il est d'ailleurs pas là quand elle est rentrée à la cabine, et elle dira qu'elle a pensé qu'il était resté à s'amuser, soit avec les jeunes Russes Enfin, ils sont, j'ai dit Russes tout au long de la vidéo, mais ce sont des Américano-Russes, hein, ils parlent très bien l'américain, hein, mais ils sont d'origine russe. Et elle va dire qu'en fait elle a aucun moment elle s'est fait du souci, qu'elle a pensé qu'effectivement il faisait encore la fête. Ce qu'on peut tout à fait croire, hein, ils étaient vraiment dans une optique de fête, ils n'étaient pas trop l'un sur l'autre, ils faisaient un petit peu ce qu'ils voulaient, et puis en fait ils avaient vraiment envie de passer un bon moment, quoi. L'enquête qui va ensuite être menée aux États-Unis va se dérouler comme suit. Josh Smith, qui est en train d'étudier pour devenir avocat, donc en gros on ne la lui fait pas, il connaît un petit peu gentiment les filons du métier, va invoquer à chacune des questions de l'interrogatoire le 5e amendement, si bien qu'il ne va répondre à aucune des questions. Lorsque l'avocat de celui-ci est interrogé sur le pourquoi du comment, finalement, s'il n'a rien à se reprocher, en gros pourquoi il agit comme ça, l'avocat va dire que en fait Josh ne veut pas faire des déclarations qui seraient contradictoires avec ses premières déclarations et se retrouver en gros dans la panade. En gros il se tait, même si il savait quelque chose en plus, pour éviter des ennuis et puis pour éviter d'être embêté pour faux témoignages pour ses premiers témoignages. Rusty, donc l'un des 3 jeunes américano-russes, lui va également invoquer le 5e amendement durant tout son interrogatoire, et par contre Zachary, lui, va utiliser une autre méthode. Il va dire qu'il était tellement ivre qu'il ne se rappelle d'absolument rien. Greg, lui, en prison, va dire un truc assez drôle. Il va dire qu'il pense pas que George a disparu, qu'il pense pas que George est parti, mais qu'il pense que quelque chose de grave s'est passé ce soir-là, et qu'il espère que la police fera la lumière sur ces événements. 3 jours après la disparition de George, une jeune fille de 18 ans va également se présenter à la sécurité du bateau pour dire qu'elle a été victime d'une agression sexuelle par les 3 jeunes américano-russes. Il y a même une vidéo qui a été tournée lors de cette agression sexuelle. Effectivement, la police détient cette vidéo. Alors il y a 2 versions. C'est assez étonnant parce que certains vont dire qu'elle était consentante, qu'elle était ivre, qu'elle-même s'est jouée des garçons, qu'en fait en gros elle a tout fait pour que ça se passe comme ça et ensuite obtenir une vidéo pour peut-être, je sais pas, les attaquer en justice, enfin voilà. Bref, une autre version c'est que effectivement elle a été agressée sexuellement et qu'elle était bien ivre et que c'est pour ça que dans la vidéo on peut avoir l'impression qu'elle se laisse faire. Alors moi j'ai pas vu cette vidéo, on la trouve pas sur internet et je crois même que j'aurais absolument pas envie de la regarder, mais cela dit c'est plutôt vers l'idée de l'agression sexuelle que va pencher la balance, quand bien même personne ne va être inculpé. Par contre tout le monde, enfin tous les protagonistes de cette affaire vont être débarqués à Milan, en gros, dégagés, vous nous avez causé assez de soucis. Mais les jeunes hommes ne vont absolument pas être inculpés pour cette agression sexuelle. Voilà qui jette un autre regard sur ces 3 jeunes hommes.
une autre vidéo, également en possession de la police, qui a été tournée par donc le caméscope de Josh. Hein, je vous ai expliqué tout à l'heure que son papa avait filmé lors des interrogatoires. Et là, c'est une discussion un peu informelle et on entend l'un des jeunes américano-russes dire en gros voilà comment George a fait le parachute de son balcon. Déjà c'est assez étonnant, en gros il se moque un peu de George qui est probablement mort ou en tout cas disparu quelques heures avant. Et l'un des jeunes hommes, donc en fait ils vont tous un petit peu se passer la caméra, parler un petit peu de la journée et donc de l'accident de George. Et à la fin, un des jeunes garçons va se lever et va dire eh bien voilà, vous voyez que j'étais capable d'être un gangsta. Pour certains, c'est l'aveu de l'implication dans le meurtre, mais c'est compliqué. Le FBI va clore cette enquête en 2015. Comme je vous l'ai dit, les jeunes vont être réinterrogés une fois arrivés aux États-Unis, mais personne ne va parler. Jennifer Hagel a été également soupçonnée, mais qu'elle a été lavée de tout soupçon. Elle, comme le commandant du bateau, ont passé un détecteur de mensonges qu'ils ont réussi brillamment. Je pense pas que Jennifer Hagel avait à voir dans cette disparition. Ils avaient peut-être eu un comportement un peu bizarre, enfin ils étaient peut-être franchement ivres ce soir-là, mais elle ne l'avait pas tué, c'était vraiment un couple amoureux. Aujourd'hui elle s'est remariée, donc on est plus de 10 ans après les faits, donc ça me semble logique de refaire sa vie. Jennifer a par exemple fait des interviews chez Oprah, dans différents médias américains. Beaucoup de gens ont voulu avoir sa version. Elle dira qu'elle ne se souvient de pratiquement rien de cette soirée-là et que pour elle c'est vraiment difficile elle a un peu l'impression de prêcher dans le désert. Elle a perdu son mari, en plus limite on l'accuse et on ne croit pas sa version des faits. Un autre détail intéressant, c'est Josh qui a été surpris par un employé du bateau, donc c'était la Royal Caribbean, le bateau, en train de dire qu'il n'en savait plus sur cette affaire que ce qu'il voulait bien dire. Je vous rappelle que Josh étudiait à ce moment-là pour être avocat, aujourd'hui il est avocat, et que probablement que même s'il en savait plus sur cette affaire, même pas dans l'idée de changer son témoignage, mais qu'il a voulu être totalement extérieur à cette histoire et qu'en gros il ne parlera probablement jamais. Deux hypothèses dans cette affaire. La première d'abord, c'est que George a été assassiné par les trois amis. Ils auraient pu penser que George et Jennifer étaient plus fortunés qu'en réalité. La sœur de George dira d'ailleurs que le couple pouvait paraître avoir beaucoup d'argent par leur façon de s'habiller par exemple. Il est vrai que George portait une montre de luxe au poignet qui aurait pu laisser penser qu'ils étaient millionnaires ou qu'en tout cas qu'ils avaient beaucoup d'argent. En plus, lors de la soirée passée au casino, plusieurs personnes ont entendu George se vanter d'avoir beaucoup d'argent dans sa cabine. Les trois copains auraient pu avoir envie de récupérer cet argent et donc ça accrédite aussi ces deux témoignages où on entend beaucoup de bruit avec les portes, des choses qui claquent comme si on déplace des meubles. Et ils auraient pu tenter de vouloir retrouver l'argent, de fouiller en fait la cabine. Donc ça c'est la première hypothèse, mais honnêtement jamais personne n'a été inquiété dans cette affaire. Ils ont été interrogés mais c'est pas allé au-delà. La seconde hypothèse, c'est qu'il est tombé du bateau. Je vous rappelle qu'il était complètement ivre ce soir-là et que effectivement il aurait pu tomber du balcon. D'autant que ce qui a fait penser à cette hypothèse, c'est donc la chaise qui se trouve dos au balcon, puis qui, en fait, il serait tombé en étant ivre. Et donc c'est cette thèse-là qui est retenue par les enquêteurs, et c'est d'ailleurs ce qui avait été annoncé directement par la compagnie du bateau aux autres voyageurs en fait. Merci à tous de m'avoir suivi, c'était avec plaisir que je vous ai raconté cette nouvelle histoire de disparition. J'espère vous retrouver tout bientôt pour une nouvelle histoire de disparition mystérieuse.